Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investir pour demain. Alors ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu d'invité sur le podcast et aujourd'hui on va remettre ça avec un sujet clé. Comment construire un patrimoine équilibré entre immobilier et bourse? Parce que je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Faut-il choisir ou est-ce qu'il faut savoir combiner les deux intelligemment? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Mayol, donc conseiller d'investissement financier qui est suivi par plus de 600 000 personnes sur les réseaux sociaux et fondateur de son cabinet de gestion de fortune. En tout cas, ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Thomas. Merci d'être là. Ben, un grand merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, du coup, pour débuter et avant de rentrer vraiment dans l'objectif du podcast, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, dire qui tu es, ton parcours, afin qu'on entre dans le cœur du sujet? Ouais, bien sûr. Bah, donc moi, Thomas Mayol, comme tu l'as dit, de base, j'ai un parcours initialement plutôt orienté finance traditionnelle. Qu'est-ce que j'entends par finance traditionnelle? J'entends finance plutôt en banque d'affaires, etc. Je rêvais de travailler en private equity quand j'étais étudiant. Au fur et à mesure des années, je me suis plutôt dirigé et passionné pour le côté finance perso. Parce que j'ai commencé à investir moi-même, pour moi au début, juste pour préparer mon avenir très tôt. À 18 ans, j'ai ouvert mon PEA et j'ai commencé à investir 50 euros par mois avec mes petits revenus étudiants. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était indépendance financière, etc. Je regardais beaucoup les mouvements du type FIRE, tout ça, ça me parlait beaucoup. Bon, après, j'ai vite vu les limites de tous ces modèles. Et au fur et à mesure des années, je suis tombé vraiment dans le domaine au point que j'ai commencé à essayer de me spécialiser dessus et à devenir conseiller financier en parallèle de ce que je faisais déjà dans mon emploi plus classique. J'ai commencé à créer du contenu sur le sujet aussi pour d'abord documenter ce que je faisais en me disant ben voilà, moi j'investis, je suis jeune, je suis étudiant, quand j'étais étudiant encore, j'investis, regardez ce que je fais, regardez ce que j'apprends. Ensuite petit à petit j'ai commencé à faire des contenus plus aussi éducatifs dès que je me sentais un peu plus avoir la légitimité aussi à le faire. Et au fur et à mesure, je suis passé full time sur le sujet. Donc j'ai créé mon écosystème comme je voulais le faire, pierre par pierre, brique par brique, qui aujourd'hui est composé de trois grands blocs. Donc avec le bloc 1 qui est le bloc média. Donc tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, le but c'est vulgariser et démocratiser l'éducation financière au plus grand nombre. Ensuite le bloc 2 qui est le bloc plutôt accompagnement, formation, qui est le but de dire que pour l'immense majorité des gens, vous pouvez construire et bâtir l'indépendance financière via l'investissement par vous-même si vous avez le bon cadre, le bon écosystème, les bonnes méthodes. Et ensuite le bloc 3 qui est le bloc gestion de patrimoine, gestion de fortune, où on accompagne les patrimoines de plus de 250 000 euros du coup à placer leur capital ou on gère pour eux. Et donc aujourd'hui, je suis ravi d'être ici avec toi pour parler de ces beaux sujets. Incroyable. Et tiens, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu me disais par rapport au fait que tu aies commencé à 18 ans. Quelle a été ta prise de conscience? À quel moment tu te dis, ok, j'ai 18 ans, faut que je commence vraiment à investir, j'ouvre mon PEA, j'investis. Quel a été le déclic? Ouais, alors j'étais en licence d'économie moi, parce que de base en fait ça a fait un peu du plus macro au plus micro. J'ai commencé à m'intéresser à comment fonctionnait l'argent dans le monde en général, donc du coup à étudier l'économie, puis ensuite à m'intéresser à une échelle plus micro à la finance, puis ensuite encore plus micro aux finances personnelles, au final des personnes, et je suis descendu petit à petit comme ça, c'est un peu le cheminement. Après à 18 ans, il y a aussi le fait que tout simplement pour moi, j'ai quand même toujours eu une certaine ambition, il faut le dire aussi d'un point de vue financier. Je viens pas non plus d'un milieu pauvre, mais je viens pas d'un milieu riche non plus. Et j'avais comme ambition d'essayer de me construire une aisance financière. Et donc très tôt, j'ai commencé à regarder sur Internet, etc., comment je pouvais investir, comment je pouvais créer vite du capital, etc. Et je suis vite tombé sur des chaînes YouTube, sur des livres, et j'ai commencé à lire mes premiers livres à 18 ans sur le sujet. Et c'est eux qui m'ont fait passer à l'action. Il y a une personne que j'ai pu interviewer en plus des années plus tard sur ma chaîne, et ça c'était un accomplissement pour moi Ok. que j'ai lu à cette époque. Par exemple, c'est Édouard Petit qui avait Ok. écrit à cette époque, c'était un précurseur Édouard Petit des ETF. Il faut dire qu'il parlait déjà en 2016-2015 des ETF, du PEA, etc. Alors que personne n'en parlait comme aujourd'hui, hein, c'était vraiment inconnu. Et j'avais lu son petit livre, tout petit livre épargnant 3.0, qui expliquait Oui. tout simplement les ETF, le PEA, la bourse, etc. Et en fait, directement, ça m'a fait prendre conscience que je pouvais faire Mm. des choses même à ma propre échelle et commencer à investir avec un petit budget de mes revenus étudiants que j'avais sur le côté. Alors au début, je dis pas que directement j'ai fait tout ce qu'il fallait faire
PEA, des ETF, etc. Parce qu'avant, comme tout le monde, je me suis senti un peu plus fort que les autres. J'ai essayé de chercher des actions, j'ai essayé de faire stratégie dividende, quality growth, tout ce que tu veux. Et petit à petit, j'en suis venu à la stratégie que j'ai aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai commencé très tôt et c'est une chance grâce aux intérêts composés, hein, comme on le sait. C'est ça, ouais, c'est la huitième merveille du monde, hein, comme le dit Albert Einstein. Donc, Ah, clairement. non, mais et toi, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 27 ans. 27 ans, c'est ça qui est incroyable. Donc ça fait quasiment 10 ans que tu as commencé à investir. Et par rapport à mon audience, je sais qu'il y a tout type d'âge qui nous écoute. Tu as aussi beaucoup de jeunes 25-35 ans qui rentrent dans la vie active et qui se demandent comment développer leur patrimoine. Et c'est justement l'objectif de ce podcast d'aujourd'hui, l'immobilier vs ou, enfin je veux dire, et la bourse, quoi. Lier les deux. Donc avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet qui est d'un côté la bourse et d'un autre côté l'immobilier, ce qui est intéressant de regarder, c'est vraiment de parler des bases d'un patrimoine dit équilibré. Donc aujourd'hui, comme je le disais, il y a beaucoup de personnes qui se demandent faut-il investir dans l'immobilier ou la bourse ou faire les deux. Toi, quand une personne vient et te demande Thomas, est-ce que je dois investir en bourse ou dans l'immobilier? Tu leur réponds quoi concrètement? Ouais. En fait, j'aime bien toujours visualiser l'investissement sous la forme d'une pyramide. Alors, il y a pas mal de gens qui utilisent ce concept, hein, je l'ai pas inventé, Mm. où on met toujours que les fondations de sa pyramide, c'est l'épargne de sécurité, les fondations avec une épargne de sécurité qui doit être équivalente à 3 à 6 mois de dépenses sur une enveloppe liquide, type livret A, BDS, etc. Et cetera. Et qu'une fois que c'est constitué, on peut passer au niveau de l'investissement. Et quand on veut passer au niveau de l'investissement et de réellement commencer à investir pour développer son patrimoine et pas juste pour survivre, parce que tout ce qui est fonds euros, fonds monétaires, etc., on survit juste face à l'inflation. Il y a deux grands piliers qui s'offrent à nous, qui sont les deux grands piliers de l'investissement historiquement, qui sont la bourse et l'immobilier. Parce que ça fait des centaines d'années que ça existe, que c'est des données éprouvées et que, a priori, tout le monde aura toujours besoin d'un toit sur sa tête pour l'immobilier. Et a priori, tant que l'économie fonctionne sur un système capitaliste, la bourse continuera de monter sur le long terme. Donc du coup, c'est effectivement les deux grandes catégories auxquelles on doit s'intéresser quand on veut commencer à investir. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui opposent les deux ou qui se demandent lequel je dois faire les deux en premier. Ben, ça dépend du profil investisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans cette catégorie de l'investissement, avec vraiment ces deux piliers de la bourse, immobilier et tout autre investissement en général, il y a ce que j'appelle un équilibre à 4-5 variables qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que chaque investissement va répondre à 4-5 variables. Va atteindre un certain niveau de rendement, contre un certain niveau de risque, contre un certain niveau d'implication nécessaire, contre un certain niveau de temps où il faut bloquer son capital, et il y a aussi l'illiquidité, la liquidité qui peut rentrer en jeu. Et en fait, ça dépend, encore une fois, de mon profil. L'immobilier, ça va demander un gros volet implication. Parce que il faut pas se leurrer. Si je veux aller chercher du cash flow avec l'immobilier, le Saint Graal cash flow, c'est-à-dire que mon bien va me dégager plus de revenus, il va me permettre de couvrir toutes mes charges et en plus me générer un bénéfice tous les mois, mais il va falloir que je mette de l'implication dessus parce qu'il va falloir souvent que je gère les travaux, que j'aille chercher la bonne pépite, que j'obtienne le financement, que je gère ensuite mes locataires, etc. Et même si je délègue tout ça, bah, d'expérience, ça revient toujours au propriétaire à la fin. Quand j'ai beaucoup de biens, j'ai toujours des choses à gérer. Donc si je suis prêt à mettre cette implication, parce que j'ai le temps nécessaire et que je veux accélérer mon patrimoine, parce que j'ai la bande passante, parce que je veux aller plus vite. Et dans ce cas-là, bah, faites aussi de l'immobilier. La bourse, dans tous les cas, vous pouvez le faire parce que c'est totalement passif. Donc pour moi, tout le monde devrait commencer à investir en bourse le plus tôt possible. Tout le monde devrait pouvoir ouvrir son PEA, son assurance vie, son compte titre le plus tôt possible et commencer à investir parce que même avec 20-50 euros par mois, on peut commencer à investir. Donc du coup, ça, vous pouvez le laisser sur le côté. Et donc, du coup, une fois que c'est fait, ensuite, par rapport à votre budget, vous pouvez augmenter dans le temps ou autre. L'immobilier, ça dépend juste de ce volet implication. Il y a deux grands camps. Soit vous avez la bande passante, l'énergie, vous voulez aller plus rapidement, faites de l'immobilier. Ça va vous demander du temps, ça va vous apporter des emmerdes, mais ça vous permettra d'accélérer avec l'effet de levier qui est magnifique. Soit vous vous dites, moi, je veux pas y mettre du temps, je veux que ça soit 100% passif, je veux pas y mettre de l'énergie mentale, ou troisième option, je juge que j'ai un coût horaire trop élevé à aller faire l'immobilier, qui est souvent sous-estimé. Je vois des mecs des fois qui gagnent énormément d'argent, qui ont un très gros taux horaire et qui veulent aller passer des heures sur les chantiers. Pourquoi? Alors qu'ils gagnent plus d'argent sur leur activité que s'ils allaient sur un projet immobilier. Dans ce cas-là, faites uniquement des stratégies passives avec de la bourse et d'autres types d'investissements. Il y en a plein d'autres. Et vous pouvez faire des choses très bien aussi. Donc ça dépend juste sur cet équilibre à chaque fois comment on se situe, quoi. Il n'y a pas de Et, réponse universelle.
Et tu fais bien de le dire parce qu'on pourrait croire que la bourse, ça demande du temps. Ça demande du temps si on fait de l'investissement actif. Mais si on fait de l'investissement passif, bah voilà, comme le terme l'indique, c'est passif et du coup, ça prend pas de temps. Ça te prend aller au maximum 1 heure par mois le temps de... Et encore, par exemple, sur PEA, tu es obligé de le faire par toi-même. Si tu es sur un CTO, assurance vie, tu peux l'automatiser et là, ça te prend mais même pas 5 minutes par mois, quoi. Hormis, Ouais. hors rééquilibrage et du portefeuille, évidemment. Mmh. Ouais, tout à fait. Bah, même moi aujourd'hui sur mon portefeuille en bourse, j'ai quand même un socle actif que j'appelle actif où en fait j'ai globalement 55-60%, 60% on va dire de mes actifs qui sont sur vraiment du passif, donc avec Ok. de l'ETF, des obligataires, de l'or, etc. Et j'ai 35-40% qui va être sur des actions individuelles. De Ouais. l'actif. Pourquoi? Parce que d'une part, j'ai une forte appétence pour le sujet, ça me stimule, etc. Et d'autre part, j'aime bien avoir ma partie socle actif. Et même en ayant cette partie de socle actif, ça me prend pas plus de 1 à 2 heures par mois, alors que j'ai une partie action individuelle et que j'y mets un peu l'implication parce que j'aime ça, etc. Parce qu'on peut l'automatiser. Et ça, c'est effectivement, comme tu dis, une des plus grosses fausses croyances sur la Hmm. bourse, qu'on imagine très vite, on associe investissement en bourse et trading, on imagine des traders avec plein de graphiques, etc. Mais non, la bourse est totalement passif. Et si on en revient à notre équilibre à 5 variables, en fait, la bourse, ça peut permettre sur le long terme d'avoir une bonne rentabilité. Globalement, les marchés historiques, c'est entre 8 et 10% par an et tu as l'effet intérêt composé. Ça peut nous permettre, sur un horizon de temps de plus de 15 ans, d'avoir un risque quasiment nul. On n'a pas le droit de parler de risque zéro en investissement, mais un Hmm. risque quasiment nul, c'est ce que montrent toutes les études historiquement. Une très bonne liquidité, je peux retirer mes gains à tout moment. Zéro implication, c'est magique cet investissement. Ben non, rien n'est magique. Ça demande en contrepartie la cinquième variable, du temps. Tout ça, c'est possible si vous le bloquez pendant une période suffisamment longue, 10, 15, 20 ans, votre capital. Alors que l'immobilier, ça peut aller un peu plus vite, avec l'effet de levier, etc. On peut faire des choses en 2, 3, 4 ans, même des achats en vente ou autre. Mais du coup, le levier de temps, ben, ça demande de l'implication de l'autre côté. C'est toujours, on peut pas tout avoir. Et du coup, il faut se demander par rapport à mon profil, qu'est-ce que je veux, moi, concrètement. C'est ça, et ça va dépendre aussi des objectifs, de l'horizon de placement. Par exemple, Tout en à bourse, fait. comme tu l'as dit, enfin, c'est une question de temps. Notre meilleur allié, c'est le temps. Donc, si on est là dans une optique, tiens, j'investis en bourse sur 5 ans, bah non, en fait, laisse de côté la bourse et va peut-être sur l'immobilier, non? T'en penses quoi? Ouais. Oui, alors en fait, moi ce que je pense, c'est que il y a des personnes, par exemple, que je vois des fois qui ont 20, 25 ans, qui ont la dalle, qui sont en CDI, etc., qui veulent aller vite, et je leur dis, bah, faites de l'immobilier très clairement. Et même ces personnes-là, par exemple, elles me disent, bah, du coup, j'ai une capacité d'épargne, moi, de 400 euros par mois de côté, qu'est-ce que je fais? Bah, même pour ces personnes-là, je leur dis quand même, ouvre ton PEA, ouvre ton assurance vie, tu prends date, tu investis juste 50 euros par mois sur ce que tu Ça. as, sur des ETF, tu commences à faire fonctionner les intérêts composés, et après, tu vas mettre toute ton énergie sur l'immobilier. Mais c'est pas grave, tu as au moins les intérêts composés qui commencent à tourner derrière sur la bourse. Et ce que tu feras après, c'est plus tard, quand tu auras commencé à bâtir vraiment un empire immobilier, en quelque sorte, hein, ton petit empire à ton échelle, ou que tu auras fait une première revente qui t'aura fait rentrer du cash, mais grâce à ce Hmm. cash, tu pourras aller investir dans ton levier passif plus massivement. Mais de commencer le plus tôt possible à investir en bourse, peu importe si c'est avec un petit budget ou autre, juste pour enclencher la machine, bah, moi je trouve que c'est une bonne chose dans tous les cas. Au final, quand on prend du recul, c'est un peu un système hybride, dans le sens où tu commences, tu t'éduques par la bourse, ça te prend plusieurs mois. Une fois que tu es éduqué en bourse, bah là, tu mets en place ta stratégie passive qui te prend bah, pas de temps du tout. Et une fois que tu as mis ce système en route et comme tu dis, tu joues sur le levier des intérêts composés, derrière, bah, si l'immobilier ça t'intéresse, tu maximises tes investissements dans l'immobilier. Exactement. Ouais, exactement. Il faut pas les opposer. Pour moi, on peut tout faire en même temps, hein. Et c'est juste que c'est pas du tout les mêmes briques qu'on va chercher avec l'immobilier, et avec la bourse sur un patrimoine. Vraiment, l'aspect qu'on va chercher avec la bourse, c'est le vrai cœur de l'investissement, qui est au final de transformer des revenus actifs en revenus passifs via Mm. l'investissement, parce que c'est le vrai rendement du capital qui est totalement passif. Mais il faut le dire, avec 50 euros, 200 euros par mois, etc., ça va vous prendre des dizaines d'années avant d'arriver à un gros capital pour en vivre en bourse. Alors que l'immobilier permet d'accélérer avec l'effet de levier pour pouvoir peut-être investir plus derrière. Et quand je regarde la stratégie de personnes qui ont des fois des très gros patrimoines, c'est souvent la même chose au final, hein. C'est un, je génère le plus de revenus actifs possible via un emploi, un business, etc. Deux, avec ces revenus, je fais du levier à la banque pour emprunter en immobilier et accélérer le plus possible mon patrimoine. Trois, avec tous les revenus que je génère, ben, je les investis dans du vrai rendement du capital, de la bourse ou autre type d'investissement derrière. C'est juste des briques différentes, hein. Ok, ouais. Et après, souvent, ces gros patrimoines passent potentiellement par des sociétés aussi qui permettent aussi d'optimiser tout ce rendement et éviter enfin, diminuer un peu cette case fiscalité pour investir plus. Si on Tout à compare les fait. deux maintenant,
bourse et immobilier? Pour notamment des personnes qui sont un peu néophytes, quelles sont les Ok. grandes différences entre, la bourse et l'immobilier? Ouais. En termes de Euh, rendement, liquidité, peut-être aussi un peu de fiscalité, on peut parler, et de volatilité? ouais. Bah, globalement, sur la bourse, on va avoir beaucoup plus de. Si je fais les avantages inconvénients des deux, hein. Donc, bourse, avantage le rendement. Historiquement, la Mmh. bourse offre un meilleur rendement que l'immobilier. 8% par an de rendement historique sur la bourse mondiale, le MSCI World, qui rassemble les 1500 plus grandes entreprises dans le monde. 10% sur la bourse américaine. C'est des données depuis 100 ans. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il y a de grandes chances que ça continue ainsi. Alors attention, ça ne veut pas dire que chaque année je gagne mon 8% garanti comme ça. Il y a des années où je vais faire moins 20, il y a des années où je vais faire plus 30 et en moyenne je vais avoir plus 8%. Et ça, c'est un des inconvénients de l'autre côté de la bourse qui est la volatilité. C'est-à-dire que la bourse bouge beaucoup sur le court terme. Donc la bourse, avantage, plus un meilleur rendement. Avantage, une meilleure liquidité. Si je veux vendre maintenant des titres en bourse, là, je peux prendre mon téléphone maintenant et je peux retirer 10 000 euros en bourse dans une minute, c'est sur mon compte courant. Si je veux vendre un bien immobilier, il va falloir trouver le vendeur, le notaire, etc. Ben, vous connaissez la chanson, ça va prendre plusieurs mois. 3, la bourse. Si vous investissez sur un horizon suffisamment long terme, comme tu l'as dit, vous pouvez investir des 1 euro même de nos jours avec certaines plateformes. Ouais. Vous pouvez investir dans des entreprises du monde entier, ultra diversifiées. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'aller diluer le risque en bourse qu'en immobilier, contrairement à ce que l'on pense. Parce que si j'ai 100 000 euros à investir, que tu me donnes 100 000 euros en cash, avec en immobilier, je vais pouvoir acheter un appartement. Si mon locataire paie plus, si j'ai un dégât des eaux ou quoi, j'ai plus rien. Alors qu'en bourse, avec 100 000 euros, je peux investir sur les entreprises du monde entier, des pays du monde entier, je peux investir sur des classes d'actifs différentes, etc. Donc le risque, je peux beaucoup plus facilement le diluer. Donc, quand on voit tout ça vs l'immobilier, on se dirait, bah, pourquoi j'irais faire l'immobilier? Ben, encore une fois, il y a une seule chose qui est un avantage à l'immobilier que la bourse n'a pas, c'est l'effet levier. L'effet levier qui est, si demain je vais à la banque et que je dis à mon banquier, bonjour, vous pouvez me prêter 150 000 euros pour que j'investisse en bourse, en ETF, il va me dire, dégage. Si je dis exactement la même chose pour pouvoir acheter un appartement et que j'ai un bon dossier, un CDI, etc., et ben potentiellement, il va me le prêter et ça me donne l'opportunité de pouvoir acheter un bien immobilier avec l'argent de la banque que j'avais pas de base et de rembourser le crédit avec les loyers de mes locataires et donc de créer un patrimoine à partir de quelque chose que je n'avais pas de base. Ça, c'est l'avantage. Sur la fiscalité que tu as mentionné, la fiscalité est beaucoup plus optimisable en immobilier, ça c'est vrai, qu'en bourse. Alors par contre, le gouvernement a clairement les revenus de l'immobilier en tête sur ces dernières années dans le viseur. Donc du coup, ils durcissent de plus en plus la fiscalité sur l'immobilier, mais il y a quand même beaucoup plus de leviers si je maîtrise bien la fiscalité en immobilier pour aller l'optimiser qu'en bourse. En bourse, on a quelques enveloppes du coup défiscalisantes, etc. Mais on va être assez limité, on ne pourra pas faire des merveilles au bout d'un moment. Alors qu'en immobilier, bah, quand on a les bonnes stratégies ou autres, on peut facilement ramener ses revenus, ses impôts sur ses revenus fonciers ou revenus de ses loyers à zéro, ce qui est une grosse chance aussi. Donc, ça dépend sur quoi on veut jouer encore une fois. Les deux ont des avantages et inconvénients. On voit que la bourse, pour moi, c'est vraiment le vrai investissement. C'est le passif. C'est vous pouvez investir dans le monde entier. C'est vous pouvez avoir un bon rendement, un effet intérêt composé, une bonne liquidité, etc. Qui est pour moi la finalité de l'investissement. Hein. C'est pas l'immobilier. Et c'est pour ça qu'on le voit. Hein. D'ailleurs, plus les patrimoines sont gros, plus il liquide l'immobilier pour aller dans de la bourse, du capital, etc. Ouais. L'immobilier, c'est l'effet levier, accéléré, c'est une meilleure gestion de sa fiscalité, c'est vous pouvez aller créer beaucoup plus de patrimoine plus rapidement, quoi. OK, avec l'effet de levier. Et par contre, en termes de volatilité, on est d'accord qu'il y a une croyance qui reste quand même assez importante. En tout cas, je trouve personnellement, c'est que on se dit, ouais, on investit en immobilier, c'est moins volatile. En réalité, non, c'est juste qu'on ne le voit pas. Alors qu'en bourse, tu regardes un graphique, tu vois une baisse de moins 20%. Ce qui s'est passé avec la hausse des taux d'intérêt, bah, quand on regarde les données chiffrées, on a eu une baisse du prix de l'immobilier et ça a eu un impact. Donc il y a quand même un niveau de volatilité dans l'immobilier. Tu as tout à fait raison. Et en fait, c'est un hyper bon point ce que tu dis. Et pour moi, ça soulève un aspect essentiel de l'investissement qui est la psychologie, qui est qu'en fait, en Mm. investissement, notre pire ennemi, bah, comme on le dit souvent, c'est nous-mêmes. Et en bourse, souvent, si on craque, si on fait des erreurs, c'est parce que on le voit la volatilité. Sur mon écran, je le vois bouger, je le vois chuter. Et du coup, je peux cliquer sur mon bouton et dire ah bah je vends, c'est fini, je veux vendre, je veux récupérer mon argent. Et là, j'ai perdu. Alors qu'en immobilier, même si j'entends aux infos
etc. Ben, je vais pas du jour au lendemain me lever, voir aux infos les taux d'intérêt ont augmenté ou l'immobilier, une réforme va passer, etc. Je vais pas me dire, ah bah tiens, je vais aller vendre mon bien immobilier dans la journée parce que j'ai peur là. Donc, ce que c'est pas possible. Et je le vois pas. Et rien que le fait que j'ai pas la possibilité, que je le vois pas parce que c'est moins liquide, ça fait que bah, du coup, dans le temps, on a l'impression que c'est plus stable. Mais en fait, c'est juste cet aspect psychologie qui est beaucoup plus facile à gérer sur l'immobilier. C'est ça, ouais, carrément. Et ça a été prouvé par des études, donc c'est ça qui est intéressant. Mais Ouais. très peu en prennent conscience, ce qui est normal aussi. Donc voilà. Et tiens, quand on se tourne un petit peu sur le côté de l'immobilier, et le rôle de l'immobilier dans un patrimoine, aujourd'hui, pourquoi l'immobilier est-il souvent la première classe d'actifs des Français? C'est par rapport une partie à ce qu'on vient de dire, c'est tangible. Mhm. Ouais, c'est ça. Bah, surtout il y a plusieurs raisons en France. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Le premier sujet, effectivement, c'est l'aspect tangible de l'immobilier, la pierre, on peut le toucher, c'est palpable. Alors que la bourse a une très mauvaise connotation en France, dans le sens où Oui, on associe souvent aussi. la bourse au scandale financier, au trading, aux films de trading, etc. Et donc du coup, à du pari, à du casino. Et on n'a pas envie de mettre son argent dessus. Et ensuite, il y a deux autres sujets qui sont beaucoup plus sous-jacents, mais qui expliquent aussi ça. C'est un, bah, le fait qu'en France, on est dans un système à répartition de nos retraites. C'est-à-dire que l'État gère nos finances, que ce soit pour les retraites, même pour le chômage, etc. Et ce qui est très bien dans un sens, parce que ça assure une protection pour tout le monde, mais ça crée de l'autre côté le fait qu'on est très peu on a très peu à faire face à la gestion de nos finances nous-mêmes et du coup à s'intéresser à tous ces systèmes d'investissement par capitalisation, ce qui n'est pas du tout le cas dans les pays anglo-saxons où globalement 70-80% de la population investit en bourse et le fait très bien et préfère même ça à l'immobilier des fois. Et deux, c'est un manque d'éducation financière tout simplement. Parce que bah, dû aussi à la première raison, au fait qu'on n'a pas besoin jusqu'ici, hein, parce que pour moi ça devient de plus en plus essentiel de s'intéresser forcément à la gestion de nos finances, parce qu'on se dit que voilà la retraite c'est géré, etc. Et donc du coup, vu qu'on n'a pas besoin, on va pas creuser plus loin que ce qu'on voit dans les films, dans les infos, etc. Alors que au final, la bourse n'est pas du tout ce que l'on croit encore une fois et qu'on voit dans les films. Donc c'est dû à toutes ces raisons-là qui fait que l'immobilier est bah, un investissement en plus de cœur des Français et le reste encore aujourd'hui. Hein. L'immobilier, pour beaucoup, c'est la stabilité, c'est la pierre, etc. C'est tangible. Ouais. Même si ça commence à changer dans le mindset des jeunes. Parce que je vois de plus en plus de jeunes qui m'envoient des messages, ils ont 16, 18 ans. Je me dis à 16 ans, avoir une prise de conscience de OK, Emilien, comment je peux investir en bourse? Je me dis, c'est ouf, cette personne-là, elle va commencer à investir dès son plus jeune âge, mais Ouais. dans 30, 40, 50 ans, avec cet effet de levier, mais monstrueux, quoi, avec le temps. Ouais. Et, Non, mais totalement. Je suis 100% d'accord. Et ça change beaucoup chez les jeunes aussi. C'est grâce à l'accès à l'information. Et c'est ça, aussi en partie, il faut le dire, à cause de l'État, hein, puisque l'État massacre l'immobilier depuis des années. mm, L'État encadre les loyers. L'État rajoute des contraintes sur la fiscalité, rajoute des contraintes réglementaires. On a de plus en plus bah, toujours les affaires de squat que tout le monde voit passer, etc. On n'a pas envie d'être dans ces situations. Et du coup, il y a de plus en plus de gens, et moi je le vois, qui sont dégoûtés et qui se disent, si j'investis dans l'immobilier, ça va être trop de problèmes parce que moi j'ai un grand oncle qui a investi dans l'immobilier et son locataire a pas payé, etc. Tout le monde a des histoires comme ça à raconter et du coup l'immobilier commence à faire peur et ce qui est une mauvaise chose aussi parce que bah, du coup c'est le marché de l'immobilier est aussi très important. Donc c'est dommage dans un sens aussi, mais c'est bien de l'autre côté que la bourse aussi se démocratise. Hein. ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que ça c'est intéressant parce qu'il y a une demande qui est quand même forte dans l'immobilier. On voit, enfin les prix quand même des loyers qui augmentent et un manque de, enfin beaucoup de jeunes ont du mal à trouver des loyers, enfin des biens pour y vivre. Et à l'inverse de ça, on a beaucoup moins de financement pour la construction de biens immobiliers. Moi, je parlais avec quelques, bah, notamment plusieurs personnes qui sont dans le domaine de la construction et dans la construction immobilière. Ils voient que la demande, elle commence à ralentir. Donc, Ouais, c'est un peu un contraste entre les deux, quoi. Alors ouais, que bah on oui. aurait besoin du neuf. Les, les prix ont augmenté rapidement, la fiscalité a été durcie, le coût des travaux de matières premières a augmenté, l'accès au financement a été un peu restreint, etc. Enfin, il y a plein de choses qui jouent en défaveur de l'immobilier ces dernières années. Et j'en vois aussi de plus en plus qui anticipent potentiellement, et ça c'est une thèse intéressante, une future potentielle bulle sur l'immobilier, dans le sens où
dans les 10-20 prochaines années, on va avoir la plus grosse transmission de patrimoine intergénérationnel qu'on n'a jamais eu de l'histoire de l'humanité, puisque toute la génération baby boom, qui est la génération d'après-guerre, qui est la plus nombreuse, arrive progressivement à la retraite, etc. Et Ouais. du coup, il va y avoir de la transmission de patrimoine. Et l'énorme partie du patrimoine immobilier est concentrée chez ces personnes. Et du coup, on sait que c'est les personnes beaucoup plus jeunes qui vont recevoir cet immobilier. Et de plus en plus, avec tout ce contexte, on se demande qu'est-ce que vont faire ces personnes. Et il y a de plus en plus d'économistes ou autres qui mettent en avant la thèse que peut-être que ces personnes, elles vont vouloir vendre massivement, ce qui va créer une vente massive du marché de l'immobilier et une forte baisse des prix, une régulation. C'est une thèse comme une Ouais, autre. Après, voilà, voilà, sur le long terme. c'est une thèse, une spéculation. Par contre, la thèse du fait comment dire, du système par répartition qui est un peu de côté et que le système par capitalisation devrait être mis de plus en avant, ça, c'est pas une thèse, ça, c'est factuel et c'est prouvé dans les données rien quand on voit la démographie française. Donc, Ouais. ça, c'est pour ça aussi que la bourse, potentiellement, est un levier qui est mis de plus en plus en avant aujourd'hui, et notamment via les réseaux et aussi par la prise de conscience des jeunes d'investir. Mais on va y venir, hein, c'est sûr, et c'est une évidence. Et pour moi, en plus, c'est une solution économique majeure au-delà. Hein. C'est en fait beaucoup encore associent malheureusement investissement en bourse à capitalisme, méfaits et pollution dans le monde, etc. Mais il n'y a pas que le système américain, comme certains ont en tête. Il y a des systèmes comme par exemple en Norvège avec the Fund of Mm. Norvège, qui est un des plus gros fonds d'investissement au monde, qui est un fonds souverain où en fait Ouais. globalement, tout comme en France, vous cotisez de l'argent tous les mois pour votre retraite, sauf qu'il est investi dans un fonds d'investissement souverain et ce fonds d'investissement souverain va acheter des actions, des actions et autres titres d'investissement du monde entier, se créer un véritable patrimoine qui lui va croître dans le temps, ce qui fait que à terme, ce fonds d'investissement de Norvège, ça crée une véritable souveraineté économique. Avec les intérêts, ils peuvent financer à eux-mêmes les retraites et du coup, ça assure une prospérité économique au peuple. Et tout ça, on va y venir et ça passe souvent par la bourse. Et comme tu le dis, il y a tout qui le montre. Et pour moi, il y a un truc qui ment pas, c'est que les entreprises, les fonds d'investissement, etc., aiment forcément les opportunités économiques quand il y a de l'argent à aller chercher quelque part. Et ces dernières années, on a vu beaucoup de gros acteurs de l'investissement s'installer en France. Sur les ETF, etc. Beaucoup d'opérations de rachat de cabinets en gestion de patrimoine, les cabinets en gestion de patrimoine qu'on le vend en poupe comme jamais auprès des investisseurs, des entrepreneurs étrangers, etc. Parce qu'ils sentent le vent tourner, ils sentent le système à capitalisation arriver et ils savent qu'il va y avoir du coup un investissement massif qui va arriver en France et en Europe globalement avec cette transition, parce que c'est une évidence que le système ne tient plus comme ça. Ouais, et puis c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fonds norvégien. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un exemple. J'avais lu un article, c'était il y a quelques mois, je ne saurais plus dire exactement le montant, mais en 2025, enfin, ses performances étaient monstrueuses. Et il me semble que la valeur par rapport de son fonds pour chaque Norvégien était estimée à plus de 50 000. Euh, enfin, la monnaie de Norvège, je sais plus c'est quoi la monnaie norvégienne. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible que ce soit ça, effectivement. Ouais. Que rien qu'avec les intérêts, ils peuvent couvrir une énorme C'est partie ça. de leurs besoins de fonctionnement, quoi. Alors que nous, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se rendre compte qu'avec leur fonds qu'ils ont créé, les intérêts permettent de couvrir une grosse partie des dépenses de fonctionnement, alors que nous, on emprunte pour couvrir une partie des dépenses de fonctionnement, ce qui est quand même l'inverse. Parce que voilà, on n'a pas eu cette logique au début, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Maintenant, ça sert à rien de regarder derrière. Il faut regarder devant et c'est une évidence qu'à un moment ou à un autre, ça va passer. Est-ce que ça va passer quand on touchera le fond, que ça va être un point de rupture par une transition brutale ou par une transition fluide? Ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est une évidence que ça va changer. Après, pour créer un fonds souverain, faut que l'État faut qu'il ait un excédent budgétaire aussi. Ce qu'il n'a pas eu depuis 1974, donc c'est un peu compliqué. Effectivement, mais il y a plein de choses à changer. Hein. De toute façon, on va pas refaire le monde, mais il y a plein de Oui, choses c'est plein clair. de choses à C'est vrai changer. qu'on s'éloigne un peu là. Mais bon, du coup, toi, par exemple, pour une personne qui se dit, ok, moi, l'immobilier, ça pourrait m'intéresser. euh, Enfin, je veux dire, quels seraient, lui, potentiellement, ses critères vraiment essentiels à regarder pour se dire, ok, moi, l'IMO, ça m'intéresse, parce qu'après, il y a aussi la partie résidence principale qu'on pourrait se Ouais. poser comme question, résidence principale vs euh, immobilier locatif, quoi. Rien qu'entre les Ouais. deux. Ça déjà c'est un bon premier point qui sont qui sont différents.
La résidence principale, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? C'est un grand débat que beaucoup de personnes disent. En fait, la résidence principale, est-ce que vous devez l'acheter? Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, oui ou non. Beaucoup de Ça. personnes disent tout le temps, oui, je dois acheter ma résidence principale parce qu'en fait, tous les mois, je paie un loyer à un propriétaire que je jette en l'air. Alors que si j'étais propriétaire, j'épargnerais, etc. Mais en fait, de l'autre côté, ça a été prouvé que être propriétaire coûte plus cher qu'être locataire parce que vous allez payer le coût des intérêts. Tous les charges vont vous incomber, à savoir taxes foncières, entretien, etc. Et tout ça, ça n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Donc, ça va aussi vous coûter plus cher qu'être locataire. Vous allez avoir moins de flexibilité et tout ce qui va avec. De l'autre côté, la résidence principale, effectivement, ça vous permet de vous constituer un patrimoine pour votre futur et de façon un peu passive dans le temps en épargnant, d'avoir aussi votre chez vous hein, que vous pouvez personnaliser, etc. Donc ça peut être une bonne chose. Si c'est plus intéressant de louer ou d'acheter, bah, on avait fait une étude là-dessus. Ce qui compte, c'est plusieurs critères. C'est l'endroit où vous vivez et c'est pendant combien de temps vous vous Mhm. projetez dans ce bien. Parce que plus vous allez vous projeter sur une longue période, plus ça sera intéressant d'acheter. Pourquoi? Parce que quand vous empruntez pour un bien immobilier, sur les 7-8 premières années, vous allez rembourser quasiment que les intérêts à la banque. Une grosse partie des intérêts, c'est la banque se sécurise d'abord. Ensuite, vous remboursez le capital. Donc ensuite, vraiment, vous construisez un patrimoine immobilier. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est du coup, où c'est que vous habitez. Parce qu'il y a des villes qui ont un bien meilleur rapport achat et d'autres un rapport location. C'est-à-dire qu'il faut toujours comparer le coût de location vs le coût d'achat d'une ville. Il y a des villes où le prix au mètre carré d'achat est hyper élevé vs un prix location qui est beaucoup plus modéré. Donc du coup, c'est beaucoup plus intéressant de louer d'un point de vue financier. Et l'autre où c'est l'inverse. Par exemple, si je prends Paris, bah, c'est globalement dans l'immense majorité des cas, d'un point de vue financier, vraiment rentabilité, plus intéressant de louer que d'acheter. Mais Paris est la zone la plus patrimoniale qu'il existe en France. Donc du coup, c'est aussi l'endroit où votre capital, votre patrimoine doit le plus se préserver, s'apprécier dans le temps. Et de l'autre côté, bah, il y a des endroits où c'est beaucoup des petites villes où c'est beaucoup plus intéressant d'acheter parce que le prix d'achat au mètre carré est inférieur par rapport au prix de location au mètre carré. Donc du coup, là, ça peut être plus intéressant. Donc il y a tous ces éléments-là à prendre en compte, plus plein d'autres pour la résidence principale. Ça, c'est la résidence principale. Ensuite, l'investissement locatif. Ça dépend encore une fois, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, on en revient sur ça, par rapport à votre profil investisseur. Est-ce que vous voulez mettre cette brique effet de levier pour accélérer dans votre patrimoine? Et si oui, ben, du coup, êtes-vous prêt à y mettre de l'implication? Plus vous êtes prêt à y mettre d'implication, plus vous pouvez aller chercher de rendement. Il y a un vrai couple rendement-implication en immobilier. Et donc, dans ce cas-là, si vous, ce que vous dites, c'est je veux le maximum de rendement, bah, dans ce cas-là, on connaît tous au final un peu la formule, la force est très démocratisée, c'est aller chercher un bien qui a quand même un bon emplacement, mais qui est décoté par rapport au prix du marché, parce qu'en général, il y a beaucoup de travaux à faire, de rénovation ou autre, à aller rénover ce bien ou aller créer du rendement entrepreneurial, de la valeur en le divisant ou autre, et derrière, soit faire de l'achat-revente, soit faire la location courte durée, la location atypique, de la location meublée, longue durée, etc., où vous gérez vous-même. Là, vous allez maximiser la rentabilité, mais aussi l'implication. Si vous voulez plutôt du patrimonial, pour placer votre capital, pour qu'il se préserve dans le temps et avoir très peu de gestion, ben là, à l'inverse, il faut aller plutôt dans des plutôt grandes villes ou grandes moyennes villes ou autres, bon emplacement, quelque chose que vous allez payer plus cher, vous allez avoir beaucoup moins de rentabilité, mais que vous allez pouvoir déléguer parce qu'il y aura une tension locative très forte dans le temps, pas beaucoup de choses à gérer. Et là, dans ce cas, vous allez moins chercher de rendement. C'est toujours aussi l'équilibre en immobilier entre rendement et patrimonial. Donc, il y a plusieurs questions à se poser. C'est la question, c'est déjà, est-ce que je suis prêt à y mettre de l'implication? Est-ce que je veux du rendement ou plutôt du patrimonial? Quel temps je suis prêt à y allouer? Toutes ces questions-là vont rentrer en jeu pour savoir quelle est la meilleure stratégie en immobilier après derrière. Ok, ouais. Ouais, et puis rien que sur le côté résidence principale, ce qui est intéressant Ouais, aussi, c'est que louer vs acheter sa résidence, dans le sens où louer, bah, ça va dépendre aussi de sa flexibilité, sa mobilité. Comme tu le disais, si, bah, voilà, quand tu as une vision de, allez, tu dois rembourser d'abord les intérêts sur 10 ans et après tu commences à bien rembourser du capital. Si aussi la personne, l'investisseur en l'occurrence, se dit, bah, en fait, moi, potentiellement, si j'ai une opportunité d'aller travailler dans une autre ville ou dans un autre pays, je vais y aller. Si c'est même dans 2, 3 ans, donc cette personne a ce côté, a ce critère de flexibilité, de mobilité. Donc, est-ce investir dans une résidence principale, est-ce pertinent? Pas forcément, je le pense. mm. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. C'est l'aspect flexibilité qui va rentrer en jeu, etc. Il y a plein de critères qui rentrent en jeu et acheter sa résidence principale n'est pas toujours forcément la meilleure solution universelle, quoi. Ouais, voilà.
on va prendre quelques exemples. Je pense que ça peut être très intéressant. Au moins, ça va être un peu plus du concret. On va prendre un jeune qui a 25 ans. Donc, en termes de stratégie bourse immobilier, on va prendre, allez, trois types, trois cas types. Une personne qui a 25 ans, un jeune, donc qui est seul, qui a un peu ce côté flexible, qui se dit que lui, il va investir sur du 30 ans facilement. Il aime le côté passif, mais aussi, bah, lui, ce qu'il veut, c'est aussi investir et mettre la patte à l'étrier pour vraiment se développer. Euh, En termes immobilier bourse, potentiellement, quelle stratégie il pourrait mettre en place? Je sais, tu as énormément de critères à prendre en compte, Ah, bien mais sûr. si on se base sur lui avec, n'hésite pas, toi, à donner certains critères spécifiques pour une stratégie. Je sais, on t'écoute, Thomas. Ah, bien sûr. Bah, si je pars du principe que du coup, comme tu dis, il a 25 ans, horizontant 30 ans, et lui, ce qu'il veut, c'est accélérer le plus vite possible la construction de son patrimoine, qu'il est prêt à y mettre l'implication. Je pars du principe qu'il a déjà constitué son épargne de précaution, donc qu'il a sur son livret A l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses qui sont faites, et que par exemple, cette personne-là est en CDI et il gagne, je sais pas, 2 500 € par mois, et il arrive à épargner 400 € par mois. Bah, cette personne-là, ce que je vous dirais, c'est de faire les deux. Effectivement, c'est Mm. de faire la bourse et l'immobilier. Et donc, du coup, ce que je vous dirais, c'est, OK, tu commences à t'intéresser à l'investissement, ouvre dès maintenant un PEA, ouvre aussi une assurance vie, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser. Ça te permet de prendre date. Que tu l'utilises maintenant ou que tu l'utilises pas, un jour, ça pourra te servir parce que tu auras déjà, bah, du coup, les gains en termes de fiscalité, puisqu'au bout de 8 ans pour l'assurance vie, on a un avantage fiscal au bout de 5 ans avec le PEA. Donc, tu prends date. Sur ces 400 € par mois, ce que tu vas faire globalement, c'est que tu vas mettre, on va dire, 100 € par mois, que tu vas commencer à investir sur un PEA, portefeuille basique d'ETF, avec ETF, on va dire, core, les ETF fondamentaux, dans un premier temps. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que les 300 € par mois restants de ta capacité d'épargne, tu vas les mettre de côté pour préparer un projet immobilier. Ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est que pour le premier bien immobilier, tu vas devoir jouer le plus possible sur ta bonne relation avec la banque, un bon dossier, etc., pour faire le maximum de levier et avoir besoin du moins d'apports possible, parce que tu n'as pas beaucoup d'apports à mettre potentiellement. Tu n'as que ton épargne de sécurité que, pour rappel, tu dois absolument garder pour pouvoir continuer à investir. Et donc, le plus possible, tu dois essayer d'aller chercher ce financement à au moins 90-100%. Donc, du coup, pas à 110% comme on le connaissait. Hein. Du coup, tu devras payer peut-être de ta poche les frais notaires, etc. D'où les 300 € par mois qui vont prendre un peu de temps. Si tu as un bon dossier, que tu maîtrises bien les rouages de la banque, que tu trouves une bonne affaire, tu pourras le faire. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est que on verra comment enchaîner les autres opérations. Pour la partie immobilier, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu vas faire, c'est que toi, ce que tu veux, c'est du rendement. C'est du rendement et pouvoir enchaîner les opérations immobilières. Mais à côté, imaginons que notre personne me dise que quand même, elle veut du rendement, mais elle veut pas non plus en faire son métier à plein temps et elle n'a pas les compétences pour faire de l'achat-revente ou autre. Parce que l'achat-revente peut être une très bonne stratégie pour les personnes qui veulent accélérer. Donc du coup, là, le classique de ce qu'on va faire, c'est plutôt viser une petite moyenne ville assez dynamique, pas les grandes villes, pas vraiment les zones de campagne trop éloignées ou quoi. C'est un bon ratio, petite moyenne ville. Viser un bon emplacement qui est en plein développement, mais qui n'est pas l'emplacement le plus patrimonial. Et là, pour faire une bonne affaire, c'est très simple. Une bonne affaire, ça fait avant tout l'achat. Il faut que tu achètes à un prix d'achat au mètre carré inférieur au marché. Le prix d'achat au mètre carré est dans ta zone, la moyenne, c'est 2 000 €. Il faut que tu achètes en dessous de 2 000 € au mètre carré. Pour trouver ces bonnes affaires, il n'y a pas de secret, ça va rarement se mettre sur un plateau d'argent. C'est soit que ça va se justifier en général par des travaux à faire, donc du coup la personne vend son bien un peu moins cher, soit parce qu'il y a quelque chose à changer, un DPE un peu mauvais, donc du coup diagnostic performance énergétique que tu devras améliorer ou autre, quelque chose comme ça, ou passer aussi par la négociation. Il faut savoir des fois négocier un peu sur ces affaires immobilières. Une fois que tu as trouvé ce bien, ce qui va quand même te demander du temps, hein, c'est là que ça demande déjà de l'implication. Tu as plein de bons outils de nos jours pour aller trouver ces biens sur les screeners, etc. Du coup, tu vas aller à la banque et faire un bon dossier de financement, etc. Le financement, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que c'est là que la banque peut arrêter tous tes rêves. Donc, du coup, il faut que tu sois bien préparé à ça, bien formé sur comment on prépare un bon dossier de financement, comment on amène son projet, comment on fait un plan de financement pour la banque. Et une fois que tu as obtenu le crédit, ben là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réaliser les travaux. Tu vas te mettre au statut LMNP, loueur meublé non professionnel, qui va te permettre de pouvoir déduire 100% de tes travaux de ta charge fiscale et qui va te permettre de pouvoir ce qu'on appelle amortir le bien.
Imagine que ce bien, tu l'as acheté 200 000 euros. Bah, pour vulgariser, je fais 200 000 divisé par 20 ans d'amortissement. Chaque année, je pourrais déduire 10 000 euros de mes revenus imposables. Ce qui fait qu'en gros, sur tes loyers, tu ne paieras aucun impôt, ce qui va drastiquement augmenter ta rentabilité. Tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir déduire ta taxe foncière, tes charges d'entretien, etc. Une fois que tu as fait ça, tu essaies du coup de mettre en location, de bien sûr essayer d'automatiser le plus possible tout en gardant le plus de rentabilité pour toi. Et là, globalement, sans te vendre trop de rêves de nos jours en 2026, tu n'arriveras pas forcément à avoir un cash flow positif, c'est-à-dire à dégager du bénéfice tous les mois, mais tu arriveras peut-être à être cash flow neutre, c'est-à-dire à avoir ton loyer qui peut couvrir tes mensualités d'emprunt et les autres charges que tu peux avoir. Et au pire des cas, 50 euros d'effort d'épargne de ta poche par mois. Mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est que dans le temps, tu pourras augmenter ton loyer progressivement. Parce que les loyers, tu peux les augmenter chaque année proportionnellement à l'inflation, l'idéal, l'indexation à l'inflation. Et en plus, tu pourras potentiellement baisser tes mensualités de crédit dans le temps. Parce que selon le taux où tu as emprunté, tu pourras le renégocier à la baisse dans le temps, ce qui est beau en France. Et tu pourras aussi renégocier ton assurance emprunteur. Il y a des personnes qui accompagnent sur ça, qui sont très bien aussi. Du coup, augmenter ta rentabilité. Ce qu'on va faire, c'est que également en parallèle à la banque, si on le peut, parce que voilà, le financement, on peut pas toujours l'avoir, tu lui auras demandé un différé d'emprunt de 12 à 24 mois. C'est-à-dire qu'au début, tu commences à rembourser que les intérêts et tu commences à rembourser l'emprunt que réellement dans 12 à 24 mois. Tu le justifies par le fait que tu as des travaux. Alors qu'en fait, tu sais que tes travaux vont te prendre 2-3 mois et là, après, c'est à toi d'accélérer le plus vite possible pour que tes travaux tiennent les délais. Comme ça, ce que tu fais, c'est que dès que ton bien est en location, au moins tu encaisses 100% des loyers sans devoir couvrir les mensualités d'emprunt. Avec ces loyers-là, tu vas les mettre de côté en plus de 300 euros par mois que tu mets que tu mets en épargne. Et donc, du coup, tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite, peut-être mettre 600 euros par mois, etc. Sur un an, 7 000 euros. Et peut-être sur 2 ans, du coup, mettre potentiellement 13 000 – 14 000 euros de côté. Et comme ça, une fois que c'est en location, que ça tourne bien, au bout de 1-2 ans, tu vas revoir la banque et tu leur dis, voilà, je voudrais emprunter de nouveau, j'ai trouvé cette très bonne affaire, voici mon bon dossier de financement, etc. Le bien que vous m'avez déjà financé est à cash flow neutre et du coup ne pèse pas sur ma capacité d'emprunt. J'ai 15 000 euros d'apport ou 20 000 euros d'apport, etc. pour ma prochaine opération. Et là, ça peut potentiellement te donner la possibilité de pouvoir effectivement enchaîner peut-être comme ça 1, 2, 3 opérations immobilières. J'ai pas envie de dire plus parce que si tu veux mettre plus ensuite, il faut que tu puisses rassurer la banque avec beaucoup de cash de l'autre côté. Et donc là, ça dépendra aussi de toi, de combien tu génères avec ton activité ou autre. Mais en gros, ça te permet d'enchaîner les opérations immobilières. Et petit à petit dans le temps, ce que tu peux faire ensuite, c'est soit liquider une partie de ton parc immobilier pour investir plus en bourse, soit utiliser ensuite les bénéfices que tu feras avec ton parc immobilier pour investir plus sur la partie bourse et diriger aussi ton épargne plus sur la partie investissement en bourse globalement, qui sera vraiment ce qui te permettra d'avoir cette passivité dans le temps. Et si tu le fais bien comme ça, tu peux te retrouver au bout de 20-25 ans comme ça, avec un parc immobilier bien constitué, un patrimoine en bourse qui tourne pour toi et une bonne indépendance financière. Maintenant, si je regarde vraiment dans les détails des détails, il y en a sur la stratégie immobilière, ils vont me dire LMNP, oui, mais si tu amortis le bien à la revente, tu vas te faire éclater parce qu'on réintègre les amortissements. Là, c'est pour les plus pointilleux et les plus experts. Si tu le gardes plus de 30 ans, au bout de 30 ans, globalement, ton bien est exonéré d'impôt sur la plus-value. Donc, du coup, ce ne sera pas une affaire. Donc, si tu as un horizon long terme, c'est pas un problème de ce côté-là. Ok, quelle belle stratégie, merci pour ce partage. Et donc là, c'est tout en Très généraliste, c'est vraiment du cas par cas, une Oui, fois de oui, plus, comme, oui, je comme me tu le doute. dis. Mais du coup, là, c'est en personnel. Et est-ce que potentiellement, Oui. à terme, ce serait intéressant de créer une société type SCI si on veut Alors, devenir vraiment un investisseur assez conséquent dans l'immobilier? dans l'IMO, en fait, ça dépend encore une fois des objectifs parce que beaucoup voient Ouais. la SCI, comme je vois souvent la holding aussi, on en parle souvent comme une finalité, mais ça l'est pas toujours parce que en fait, la SCI, ça va vous permettre quoi? La SCI à l'IS, l'impôt sur les sociétés, c'est l'outil idéal pour pouvoir accumuler du patrimoine dans le Oui. temps et transmettre ce patrimoine si vous le souhaitez. Mais c'est pas l'outil idéal pour bénéficier des revenus sur le court terme. C'est-à-dire qu'en LMNP, la stratégie que j'ai dit précédemment, vous êtes en perso, donc les revenus, les loyers, vous les touchez directement dans votre poche. Par contre, quand vous êtes à la SCI, c'est la SCI qui perçoit les loyers. Et le fait que ce soit la société qui perçoit les loyers, ça vous donne pas mal d'avantages. Ça vous fait que dans cette structure, vous allez globalement pouvoir accumuler votre patrimoine sans payer d'impôt, en ramenant l'impôt sur la société à 0 € et faire ce qu'on appelle une stratégie d'encapsulement, puisque vous encapsulez votre patrimoine qui se développe et vous payez pas d'impôt et ça grossit dans la SCI. Par contre, si vous voulez vous retirer les revenus dans la poche, là, vous allez payer pas mal d'impôts. Impôt sur les sociétés, flat tax. Donc, du coup, ça peut vous revenir très cher. Donc, en fait, la SCI, c'est idéal. Comme mon objectif, c'est de développer, d'accumuler du patrimoine immobilier sans payer d'impôts, mais sans percevoir les revenus dans ma poche sur le court terme. Donc là, c'est que vraiment, j'ai cette structure-là où
que je souhaite plus tard même transmettre le patrimoine. Là, dans ce cas-là, Ouais. c'est intéressant. Par Donc, contre, ça dépend vraiment de l'angle que j'ai. Ouais. pareil, dis-moi, pour l'achat-revente, c'est pas pertinent parce que quand tu achètes un bien, par exemple en SCI, tu peux déduire des amortissements, donc ça c'est top, sur des bénéfices. Par contre, au moment de la revente, tes amortissements sont réintégrés et t'es imposé dessus. On est d'accord? C'est ça? Exactement. Ok. Ouais. Et pour l'amortissement et pour l'achat-revente globalement, l'achat-revente, si vous êtes en nom propre, bah, du coup, essayez, c'est encore possible de faire la stratégie de la résidence principale, hein. C'est-à-dire que sur la résidence principale, vous n'avez pas d'impôt sur la plus-value. Essayez de faire la fameuse stratégie où vous achetez un bien que vous déclarez comme une résidence principale, vous le rénovez, etc. Ça, et vous essayez de le revendre 1 ou 2 ans plus tard plus cher, et vous pouvez encaisser 100% de la plus-value dans votre poche. Après, au bout d'un moment, si vous faites trop d'opérations d'achat-revente en nom propre, on va vous requalifier du coup de marchand de biens, ça peut vous coûter très cher de professionnel. Et Hmm. si vous voulez vraiment vous professionnaliser dans l'achat-revente, après, bah, en général, la meilleure structure, c'est plutôt des SAS, SS immobilières, etc. pour plein d'aspects. Mais il faut faire attention à ça, effectivement, de choisir le bon véhicule. Et ça, c'est encore plus important en immobilier, comme on l'a mentionné tout à l'heure, où Ouais. la fiscalité a un poids beaucoup plus important qu'en bourse, où en bourse, c'est vite vu, hein, on a vite compris qu'en titre PEA, il faut pas avoir fait Harvard, alors que bah, l'immobilier, quand même, il y a plus de mécanismes à maîtriser, quoi. Ouais, et puis l'immobilier, par exemple, en nom propre, même si on a une TMI de 45%, ajouté aux prélèvements sociaux, on est à 62,5, quoi. Donc, Exactement. Et ça c'est là qu'il y a et là, ça n'a plus aucun intérêt, hein. Si 62% de vos revenus vont à l'État, jamais vous serez rentable. ouais, ouais, c'est clair. Ok, intéressant. Et maintenant, un deuxième exemple type. Donc, c'est marrant parce que tu parlais de transmission. Donc, ça peut être intéressant de un peu couvrir cette phase-là. On va prendre un couple, on va dire, de, allez, 40, 45 ans, allez, 45 ans, qui a deux enfants, des jeunes qui sont pas encore majeurs et qui, eux, ont un objectif, c'est faire croître, allez, on va dire, pas avec des rendements extrêmes, mais faire croître tranquillement leur patrimoine, tout en préparant également un peu leur transmission pour la donation, notamment pour faire des donations, tout ça. Qu'est-ce Aux enfants, que que serait-il ouais. possible? Ouais. Bah, eux également, en fait, ils peuvent faire. Je leur poserai toujours la question est-ce qu'ils veulent faire l'immobilier, hein, sur l'application ou pas. Mhm. S'ils veulent pas en faire, on peut faire que du financier. S'ils veulent en faire, on peut faire les deux. Pour la partie financier qu'ils peuvent faire dans tous les cas, globalement, il y aura deux façons idéales de le faire. Soit via l'assurance vie, qui est la meilleure enveloppe pour la transmission. Dans une assurance vie, ils pourront l'ouvrir à leur nom. Ils pourront investir dans un portefeuille très diversifié. En plus, eux, ils veulent aussi jouer un peu plus sécurité aussi. Donc, du coup, ils pourront à la fois mettre de la bourse avec des ETF, etc. Peut-être d'autres classes actifs, SCPI, private equity ou autres. Et aussi mettre du plus défensif avec de l'obligataire, des obligations, du fonds euro, etc. dans l'assurance vie. Et l'assurance vie pourra leur permettre à terme non seulement de pouvoir retirer une partie du capital quand ils seront à la retraite pour pouvoir en vivre, s'ils veulent eux pouvoir vivre aussi un peu de ce qu'ils ont accumulé et pas que le transmettre aux enfants. Et en plus de ça, le jour du décès, ils peuvent transmettre jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire, donc par enfant, sans aucun impôt, ce qui laisse déjà beaucoup de marge. Première stratégie pour le financier. Deuxième stratégie pour le financier, s'ils sont plus offensifs, ils peuvent ouvrir un compte titre à leur nom aussi, au nom des parents, qui est un compte pour investir en bourse. Ils peuvent investir sur un portefeuille en bourse. Et en France, on a le droit de donner tous les 15 ans 100 000 euros par parent, par enfant, sans aucun impôt sur la donation. Ils peuvent donner, du coup, l'équivalent de 100 000 euros de titres par enfant. Et en plus, les enfants ne paieront aucun des impôts sur la plus-value qui ont été réalisés avec ces titres, puisqu'on dit que la plus-value est purgée dans ce cas. C'est une vraie niche fiscale en France. Donc ça, Donc, c'est l'approche un peu plus offensive. donc avec deux enfants et deux parents, c'est jusqu'à 400 000 euros tous les 15 ans. C'est ça. Donc, Sans compter, ce qui laisse de la marge. sans compter aussi tout ce qui va être la loi Sarkozy, enfin, je veux dire le don Sarkozy, qui est aussi une possibilité de transmettre. Exactement. Pour le cash, pour le financier, après, tu as Don Sarkozy, les donations manuelles tous les 15 ans, etc. Donc, tu as beaucoup de leviers de ce côté-là. Et ensuite, pour le côté immobilier, s'ils veulent en faire encore une fois, tu as deux leviers. Soit tu fais du locatif aussi, etc. Et tu as pas mal de biens. Dans ce cas-là, le mieux, bah, toujours par transmission, c'est une SCI, effectivement, ou autre forme de société selon les besoins spécifiques. Mais une SCI, on met les enfants dedans dans la société et petit à petit, on va transmettre des parts de la structure
aux enfants et ce qui va permettre donc d'alléger fortement la fiscalité. Soit la deuxième stratégie, c'est la stratégie du démembrement de propriété qui Mmh. consiste en gros, j'ai un bien immobilier, Ouais. je sépare en deux d'un côté la nue propriété du bien, la propriété que je vais donner aux enfants, et moi je garde l'usufruit qui est le droit d'utiliser le bien, de disposer du bien et d'en percevoir les revenus. Donc je peux continuer de percevoir le cash, mais c'est mes enfants, je leur donne une partie, et ce qui peut, selon l'âge là du donateur, encore une fois, très considérablement de réduire l'impôt sur la succession, voire le ramener à zéro. Et là, c'est aussi pareil, c'est si vous avez un enjeu de succession, intéressez-vous-y pardon, le plus tôt possible, parce que il y a un écart monstrueux entre ceux qui le maîtrisent et qui ne le maîtrisent pas, dans le sens où je vois littéralement des personnes qui ont 1 million d'euros de patrimoine à transmettre et qui paieront 0 € d'impôt sur la succession parce que c'est bien fait, et d'autres qui ont beaucoup moins et qui se feront éclater sur l'impôt sur la succession parce que c'est pas du tout anticipé. Et donc sur ça, l'anticipation, c'est vraiment la clé, hein. Ok, ouais. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est réellement le démembrement, j'aime bien prendre cette analogie avec l'arbre. T'as un arbre et puis t'as des pommes. Donc, par exemple, les parents qui ont la pleine propriété ont les arbres plus le droit de manger les pommes. Par contre, au moment où ils font le démembrement, ils gardent, non, ils transmettent l'arbre à l'enfant. Donc, l'enfant garde l'arbre. Par contre, les parents ont le droit, c'est à eux, de manger les pommes. Donc voilà, il y a vraiment la distinction entre l'usufruit et la nue propriété. Voilà. Non, mais en Ouais, tout cas, belle analogie. voilà. Ok, bah écoute, merci Thomas. Pour finir, j'aimerais juste te poser une dernière question. Question finale, c'est pour une personne qui hésite entre l'immobilier et la bourse, peu importe son âge, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire ou de se poser comme question afin de choisir au mieux son investissement qui lui conviendrait? Ouais. En fait, ça c'est une très bonne question. Moi je lui dirais de se demander est-ce qu'il a une appétence pour l'immobilier? Parce que en fait, s'il a zéro appétence et qu'il le fait juste pour le gain financier et qu'il va y donner toute son énergie pour le gain financier, ça va au bout d'un moment, ça sera pas la stratégie la plus rentable. Comme de partout, il faut faire au bout d'un moment un peu ce qu'on aime. Si vraiment ce que tu veux, c'est juste bâtir quelque chose de passif totalement, qui tourne à ta place, tu peux faire que du financier, et le temps que tu as, le temps que tu comptais allouer à l'immobilier, tu peux en faire autre chose pour générer plus de revenus. Tu peux aller créer, surtout de nos jours en 2026, une activité complémentaire en ligne. Tu peux aller créer un business, tu peux aller créer quelque chose pour générer plus de revenus et pouvoir investir plus ensuite derrière en bourse. Parce que le but, c'est toujours pareil, hein, avec l'immobilier, si on fait du levier, c'est pouvoir investir plus derrière. Donc du coup, si tu n'as pas l'appétence pour l'immobilier, tu n'es pas obligé d'en faire concrètement. Maintenant, si tu as une appétence pour l'immobilier et si tu te dis que toi, tu aimerais avoir dans ton patrimoine une brique immobilier, ce qui peut être un très bon point aussi, ben là, dans ce cas-là, tu peux y aller, mais il faut que tu acceptes toute l'implication derrière que ça demande pour pouvoir le gérer. Et si tu l'acceptes, tu arriveras avec la bonne posture pour faire de l'immobilier. Ok, bah écoute, merci Thomas. Je te remercie pour cet échange et pour la valeur que tu as apportée. Ben écoute, un Donc, grand merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment un plaisir. avec plaisir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet échange avec Thomas t'aura permis d'y voir plus clair, notamment sur une question qui est essentielle, comment construire un patrimoine équilibré entre l'immobilier et bourse. Donc on vous a donné notamment deux exemples types. N'hésite pas à partager. Donc si cet épisode t'a plu, tu peux aller suivre notamment Thomas sur ses réseaux sociaux ou sur YouTube ou tout. Donc c'est Thomas Mayol. Il partage énormément de contenu par rapport à ça. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi, à laisser une note ou un commentaire. Ça aide énormément à faire connaître le podcast et à continuer à éduquer toujours plus de personnes. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, comme toujours, forme-toi, passe à l'action et investis pour demain. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Merci Thomas. Merci beaucoup.